Et notre invité ce soir est le directeur des hypermarchés du groupe Bernard Ayotte en Martinique, Christophe Bermond. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes là ce soir pour parler des blocages à répétition dont sont victimes les hypermarchés du groupe GBH. Un premier blocage qui remonte au 19 octobre, c'était à Carrefour Dillon. Depuis plusieurs des samedis qui ont suivi, des hyper du groupe ont été précisément la cible de manifestants anti-chlordécone. Comment cette situation est-elle vécue de l'intérieur ? Nous le vivons d'abord à travers un sentiment d'injustice, dans la mesure où nous avons subi le 1er février le 9e blocage sur nos hypermarchés, sur l'hypermarché de Génipa. Injustice parce que nous avons des manifestants qui bloquent nos centres commerciaux en utilisant le prétexte grave de la pollution au chlordécone, alors que moi-même j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs manifestants. Ils savent très bien que le groupe n'a jamais ni importé ni distribué de chlordécone à la Martinique. Donc ce sont des revendications qui dépassent largement le cadre du chlordécone. De l'injustice également parce que nos salariés subissent des violences au cours de ces blocages, alors que ce sont des salariés qui cherchent à exercer leur métier dans de bonnes conditions. Et enfin de l'injustice parce qu'il y a une énergie folle qui est déployée par ces mêmes salariés pour ouvrir et accueillir les clients dans de bonnes conditions le samedi. Et cette énergie est méprisée par des personnes qui considèrent que le groupe se trouve responsable d'une pollution sans avoir, comme je l'ai répété, importé ou distribué de chlordécone à la Martinique. Et ça conduit à un sentiment d'inquiétude et de peur qui s'installe et je trouve cela bien évidemment regrettable. Plusieurs samedis sans activité pour les centres commerciaux et les hypermarchés visés par les blocages. L'impact social, vous en avez parlé, psychologique, économique est conséquent et c'est un véritable climat d'inquiétude qui semble s'installer dans le personnel. C'est en tout cas ce qu'illustre ces témoignages recueillis par Johan Boulard. Regardez. Carrefour, Dillon, Cluny, Génipa, des structures ciblées par les manifestants anti-chlordécone. De manière hebdomadaire, des boycotts y sont organisés. Les salariés confrontés à ces situations parlent de blocage et de violences manifestes. Ils viennent souvent, du coup, nous parler devant le visage très proche. Et la dernière fois, j'ai eu un coup de tête. Donc, sans que je n'ai rien fait. Donc en fait, ce sont juste des violences comme ça. On se fait pousser, on se fait donner des coups de coude. Même au-delà de, par exemple, si on va récupérer des caddies, déjà récupérer quelque chose qui appartient au magasin, mais au-delà de ça, rien qu'en étant sur place. Il serait donc difficile d'aborder le quotidien de manière sereine. Les échauffourées ayant marqué les esprits, les employés se rendraient au travail, la peur au ventre. On s'interroge le samedi à 7 h si on sera pris à partie pour l'ouverture du magasin. Donc oui, évidemment que la conséquence psychologique est bien réelle pour moi. On est dans une préparation en amont aussi parce que dans une inquiétude. Donc le vendredi soir, on est dans une interrogation sur l'ouverture du lendemain. Autre préoccupation des salariés, les éventuelles requalifications de leur contrat et la diminution des heures de travail. Nous sommes sur une activité où nous avons besoin des samedis pour créer le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je sais que nous craignons d'avoir du chômage partiel, tant pour les CDD, les CDI que les intérimaires. Une situation en relation avec la désertion des rayons par la clientèle le samedi. Nous, on ne vient pas pour éviter des désagréments. Sinon, on revient le lundi matin, tranquillement. Voilà. À Cluny, les commerçants voisins de l'enseigne y auraient aussi laissé des plumes. Des dommages collatéraux, victimes d'actions dont ils devraient, selon eux, être exemptés. C'est vrai que ce genre d'opération met à mal les commerçants qui, malheureusement, ne sont pas, on va dire, la cible de ces manifestants, puisque leur cible, c'est avant tout les magasins du groupe Ayotte. Certains
ont perdu 10%, d'autres ça a été jusqu'à 20%. Alors certains m'ont dit qu'eux, ils ont vu personne, donc ça a été 100%. L'enseigne Carrefour parle de pertes importantes et applique déjà une diminution des participations attribuées aux salariés. Reste à savoir ce que représentent réellement ces quelques samedis dans le chiffre d'affaires annuel réalisé par une telle enseigne. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer déjà les pertes engendrées par ces blocages? À combien se chiffre le préjudice au moment où nous parlons? Ce que je peux vous dire, c'est que ces pertes sont importantes. Aucun commerçant dans notre activité ne peut se permettre de se passer d'un samedi, et cela depuis déjà de nombreux mois. Les pertes sont à deux niveaux. Elles sont au niveau interne, elles sont au niveau externe. Celles de Carrefour sont importantes, mais il y a aussi des pertes qui sont corrélées à ce genre de situation. Je pense déjà aux salariés. Dans le reportage, vous avez évoqué la perte de participation. Nous versons à nos salariés la participation bénéfice, lorsque bénéfice il y a. Et ce sont plusieurs centaines d'euros qui ont déjà été impactés ou imputés à la rémunération potentielle de ces salariés. Ce sont aussi des risques de chômage partiel, comme cela a été évoqué, si la situation est amenée à durer. Ce sont des jeunes, une vingtaine de jeunes, chaque samedi que nous n'embauchons pas, parce qu'il n'y a pas d'activité tout simplement. Sur la partie externe, on se retrouve avec des conséquences évidentes, les centres étant bloqués, les commerçants eux-mêmes le sont, avec les mêmes conséquences. Pas d'activité pour les commerçants et des risques et des impacts au niveau de leurs salariés. C'est 70 commerces qui sont concernés. Il faut bien avoir en tête qu'on parle de 700 salariés sur les magasins Carrefour et pratiquement 300 salariés sur les magasins des galeries commerciales. À cela, il faut rajouter comme impact, et probablement le plus important, l'impact sur nos fournisseurs locaux. Nous travaillons quotidiennement avec plus de 300 fournisseurs locaux. Ce sont des fournisseurs qui ne nous livrent pas. Pensez aux pêcheurs, aux fournisseurs de fruits et légumes, de viande qui ne nous livrent pas. Sa production, elle est perdue totalement ou partiellement. C'est une conséquence directe et les conséquences sont probablement bien plus importantes pour eux que pour nous à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut avoir la mesure et la compréhension que ces blocages, des magasins Carrefour ont aussi une connexion avec tout un pan de l'économie qui regroupe des petits commerçants, qui regroupe des salariés, qui regroupe des prestataires de services également, et qu'il faut l'avoir à l'esprit lorsqu'on se retrouve dans ces situations. Voilà, parce que certains des activistes disent haut et fort qu'est-ce que c'est quelques pertes dans la mer des bénéfices d'un groupe comme GBH. Que répondez-vous? Eh bien, je réponds qu'il y a toute cette connexion que je viens de vous évoquer, que GBH, c'est le premier partenaire de la production locale, donc en l'occurrence des impacts avec nos fournisseurs locaux. C'est toute une entreprise et un pan de l'économie qui se retrouve impacté par ces blocages. On a un mot de la violence, on a vu les images derrière vous à l'instant de ces bras de fer qu'il y a eu au centre commercial Génipa, notamment à Carrefour Génipa, avec des clients et des employés directement pris à partie par les manifestants. Dans le reportage, les salariés interrogés ont choisi de témoigner à visage caché parce qu'ils seraient la cible de véritables intimidations verbales, physiques, par des messages, des réseaux sociaux. On est véritablement dans ce climat très anxiogène au sein de votre personnel? C'est une réalité. Pour le vivre chaque samedi auprès des salariés, je peux vous dire qu'on est réellement dans un climat de violence, de menaces, d'insultes, de manipulation, quand il s'agit des images qui sont filmées par les manifestants avec des vidéos tronquées qui ne traduisent pas la réalité qui est vécue sur le terrain. On a des salariés qui ont peur, qui sont inquiets pour leur intégrité physique dans certains cas, parce qu'ils cherchent tout simplement à exercer leur métier dans de bonnes conditions. On se retrouve également dans des situations qui provoquent des réactions. Je pense aux salariés de Génipa qui ont eu l'occasion d'écrire, de communiquer à travers un article dans le magazine France Antilles il y a quelques semaines de cela, et qui se sont carrément fait lyncher sur les réseaux sociaux simplement en exprimant leurs propres positions. Donc nous faisons face à une situation au départ où on parle de boycott, et la réalité premièrement n'est pas du tout un boycott dans la mesure où on n'est pas du tout dans le refus volontaire de consommer quelque chose, mais dans le blocage et l'intimidation sur les lieux de ces blocages, et je trouve cela vraiment regrettable. En revanche, je souhaite saluer nos collaborateurs, leur faire part vraiment de toute l'admiration que j'ai pour la détermination et l'engagement dont ils font preuve dans ces situations qui sont éprouvantes, et comme je vous le disais, que je vis chaque samedi
avec eux et je pense qu'il faut que nos téléspectateurs prennent conscience de cette réalité. L'information sur le magasin visé circule via les réseaux sociaux, la veille, l'avant-veille, quelques jours avant le blocage. Quelle est la stratégie définie face à ces annonces? Est-ce que vous avez réellement les moyens d'empêcher ces blocages, notamment avec l'appui des forces de l'ordre, ou est-ce que vous choisissez plutôt de baisser délibérément le rideau, y compris pour protéger vos salariés et vos clients? Madame Bilas, et éviter que ça dégénère. Que nous soyons prévenus le mercredi, comme c'était le cas par le passé, ou pas du tout, comme c'est le cas depuis deux blocages, nous sommes des commerçants avant tout. Et notre volonté, c'est d'ouvrir nos magasins, de faire notre métier, d'accueillir nos clients dans les meilleures conditions, dans des conditions qui soient saines, de permettre à nos salariés d'exercer leur métier dans de bonnes conditions. Et c'est ce que nous chercherons à faire. Parce que nous ne demandons qu'à pouvoir ouvrir notre commerce de façon très libre, de permettre aux clients de circuler librement et aux salariés de travailler en toute sécurité. Derrière toutes ces actions, il y a toute une série de revendications qui ne sont pas nouvelles. D'ailleurs, elles avaient très largement émergé en février 2009. Il y a le chlordécone, mais aussi la réparation, la fin des positions économiques dominantes, la vie chère, les circuits de consommation alternatifs, la défense de la production locale. Est-ce que vous entendez ces revendications sur le fond? Et quelle réponse, à votre échelle, vous, groupe de grande distribution, vous y apportez? Alors, dans les tracts qui ont été distribués, il y a environ 26 revendications. Certaines, vous le comprendrez, ne nous concernent absolument pas. D'autres, nous y sommes très sensibles parce que ce sont des sujets qui ont déjà été évoqués depuis de nombreuses années. Alors, je pense déjà, ne serait-ce qu'au chlordécone, il faut savoir que nous sommes les premiers à avoir contribué à la mise en place du label Zéro Chlordécone qui a été promu par le Parc naturel régional de la Martinique. S'agissant de la vie chère, au-delà des systèmes qui avaient été mis en place et qui sont mis en place par la préfecture et les autres enseignes de grande distribution, nous avons souhaité inlassablement aller plus loin, rechercher des pistes d'amélioration et de baisse des prix. C'est ce que nous avons fait au cours des 12 derniers mois, notamment en baissant les 500 produits les plus consommés par les consommateurs à la Martinique de 5%. C'est des efforts que nous poursuivrons parce que nous sommes convaincus que pour exister dans ce métier, il faut être compétitif en prix. Donc ça n'est absolument pas notre intérêt d'entretenir un quelconque système de vie chère, mais au contraire de se battre et de faire en sorte que nous soyons les plus compétitifs possibles. S'agissant de la production locale, nous œuvrons depuis plus de 15 ans dans ce domaine et depuis 15 ans, nous sommes les premiers partenaires de la production locale, comme je l'ai évoqué. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que nous menons un certain nombre d'actions concrètes. Je pense à la signature de chartes dans les filières animales, dans les filières végétales. Je pense également à l'appui et l'aide à l'innovation en permanence aux produits de l'industrie locale. Je pense également à l'attribution d'espaces conséquents dans nos linéaires. Toutes ces mesures visent à soutenir en permanence la production locale. Il ne s'agit pas simplement d'actions qui sont dans le court terme. C'est une conviction profonde que nous cherchons à mettre en œuvre parce que nous pensons justement que le développement de la Martinique passe par le développement de la production locale. Aujourd'hui, quel est votre état d'esprit à vous en tant que directeur de magasin et plus globalement celui du groupe Bernard Ayotte dans un tel contexte et alors qu'il y a une incertitude sur si oui ou non il y aura des blocages? Est-ce que vous avez peut-être un message à adresser aux militants anti-chlordécone qui nous regardent? Bien, je vous dirais que je suis avant tout un Martiniquais. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce groupe, que j'y ai fait tout mon parcours professionnel avec une grande fierté. Et surtout en ayant pu voir que j'avais intégré un groupe qui avait toujours œuvré pour le vivre ensemble. C'est la première chose, elle est extrêmement importante quand on fait des choix dans la vie. Il faut savoir où on met les pieds et où on va. Et je suis fier de savoir que je suis et où j'ai intégré un groupe comme celui-là et de continuer le chemin dans cette voie. Cependant, je pense qu'il faut un moment pour sortir de ces situations, qu'on accepte de regarder les choses en face, de se dire que seul le développement, seule l'excellence peuvent nous permettre d'avancer à la Martinique. C'est ce qui va attirer les nouveaux talents, c'est ce qui va attirer les investisseurs, c'est ce qui va attirer nos jeunes, dont on parle d'exode dans les revendications des manifestants. Nos jeunes ne reviendront pas si on ne leur propose pas des alternatives crédibles au sein de nos entreprises. Le développement passe par l'entreprise, la venue de touristes passe par les entreprises. Il faut qu'on en ait conscience. Et le message que je voudrais passer aux manifestants, c'est surtout de se dire que c'est d'abord dans le dialogue qu'on réussira à sortir de cette crise, parce qu'elle est grave, elle est significative,
Mais si nous ne prenons pas la voie du dialogue, la voie de la construction inlassable, je dirais, je ne suis pas persuadé que nous puissions en sortir grandis. Donc je souhaite que les manifestants écoutent ce message. Je suis prêt en tout cas à participer à toute forme de dialogue qui peut faire avancer les choses. Merci Christophe Bermond d'avoir répondu à nos questions, directeur des hypermarchés du groupe Bernard Ayotte en Martinique. Vous étiez ce soir l'invité du Grand Direct.